bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h30. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, Vincent Capo-Canellas. Bienvenue, vous êtes sénateur Union centriste de la Seine-Saint-Denis, membre de la commission des finances, questeur du Sénat. Vous allez réagir à différents sujets et notamment à cet accord européen sur un plan de relance commun, jugé historique par certains, un peu moins par d'autres. Vous nous direz de quel côté vous êtes ce soir. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Marie Brémaud, notre spécialiste Europe. Bienvenue Marie. Vous allez nous dire justement ce que contient ce texte. Alors parmi les chefs d'État, tout le monde se réjouit et on va voir si ensemble, si nous, on peut se réjouir ou pas. Et on essaiera de se réjouir avec vous si c'est possible. Jean Massier est également avec nous. Bienvenue Jean, à distance, fondateur d'Acropolis. Alors que le gouvernement n'est toujours pas au complet, vous allez nous parler de la fonction de secrétaire d'État, entre autres. Parler de la fonction de secrétaire d'État et du véritable casse-tête qui est celui de Jean Castex. À tout à l'heure Jean. Sandra Cerquera est également avec nous. Bienvenue Sandra. Vous reviendrez sur la Convention citoyenne pour le climat que vous avez suivie depuis sa création. Votre 26 minutes sera d'ailleurs diffusée lundi prochain à 16h30. Oui, après 9 mois de réflexion, la Convention citoyenne n'a pas fini de travailler. Il s'agit maintenant de mettre en place leurs mesures. Et on entendra notamment une citoyenne, Corinne, très intéressante. Dans une demi-heure, notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Jean Arthuis et Éric Coquerel. On tâchera d'analyser dans le détail cet accord européen qui est censé nous aider à affronter la crise économique majeure à venir. Emmanuel Macron salue donc un jour historique. Depuis l'euro, nous n'avions pas connu une telle avancée, nous dit le président français, qui sera d'ailleurs l'invité du 20h de TF1 ce soir. La France insoumise, elle, dénonce de son côté une propagande et parle au contraire d'un échec. Pourquoi ? Que croire ? Au-delà de l'éventuel pas historique franchi par l'Europe, quel bénéfice pour les Français ? #LPL si vous souhaitez réagir ce soir sur Twitter. Mais d'abord, le Ségur de la santé, suite et fin. Olivier Véran a donc dévoilé le 2e volet du texte. Après les salaires, les réformes structurelles, cette fois il s'agissait d'améliorer le fonctionnement et l'organisation du système de soins. Le défi est-il relevé ? On vous demandera ce que vous en pensez dans un instant. Vincent Capo-Canellas, d'abord les annonces, c'est avec Quentin Calmet. Une semaine après le volet sur les salaires, place aux mesures structurelles. Principale annonce ce matin avec ce 2e volet du Ségur de la santé. Le gouvernement débloque 50 millions d'euros pour créer de nouveaux lits d'hôpitaux en fonction des besoins et au fil des saisons. Nous allons engager chaque année des moyens financiers importants de manière à assurer l'ouverture ou la réouverture de 4000 lits hospitaliers que j'appelle des lits à la demande et que les établissements de santé seront à même d'ouvrir en fonction des besoins. Cette mesure phare des 4000 lits à la demande interroge les sénateurs. Il y a 3600 établissements sur le territoire national, ça fait un lit par établissement, si tout le monde demande. Donc j'aimerais savoir comment ces demandes seront faites, qui pourra les faire, dans quel sens seront donnés ces lits, pour quel type de service, etc. etc. Ah, vous avez des doutes et des questions, vous aussi, Vincent Capo-Canellas ? Je crois d'abord que l'ancien gouvernement avait lancé ce Ségur. On a eu une partie revalorisation salariale. On vient sur le structurel. Tout n'est pas réglé. Mais je crois qu'on gagne toujours à concerter, à choisir la négociation. Il y a eu sur la partie salariale un accord majoritaire avec les organisations représentatives du personnel. Là, ça reste encore à construire. Mais je pense que la méthode est bonne et que trop longtemps, les questions d'organisation de l'hôpital n'avaient pas été posées. Voilà, j'ai quand même entendu qu'il y aurait une évaluation et qu'il y aurait d'autres mesures qui devraient être mises en place. Tout n'est pas réglé, mais c'est une étape. Mais ça veut dire que, si on vous entend bien, presque quoi qu'il en sorte, déjà, on a franchi un cap important dans ce qui est de la méthode, dans la façon de faire évoluer, et ça pourrait aller sur d'autres sujets que l'hôpital ? Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il ait fallu cette terrible crise du Covid pour qu'on en vienne là. On gagne toujours à dialoguer et lorsque, familialement ou personnellement, on était amené à fréquenter les urgences de l'hôpital, on voyait bien quand même que la situation était difficile, pas simplement dans les urgences, dans l'ensemble des services. Il était temps. Est-ce que c'est à la hauteur ? Là, j'ai un doute encore, mais je pense que la démarche est bonne et que c'est quand même substantiel. Vous vous interrogez sur le financement. Donc, il y a 33 nouvelles mesures, comme le disait Quentin dans son sujet, dont une enveloppe de 50 millions d'euros pour créer 4000 lits à la demande dans les hôpitaux dès cet hiver. Vous vous demandez comment on va pouvoir financer tout cela ?
Bien évidemment, ce qui compte, ce n'est pas forcément les annonces, c'est la traduction budgétaire. On y viendra sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et ce sera l'heure de vérité à ce moment-là. Mais je pense que c'est plutôt un succès de la méthode, en tout cas. Voilà, on sera attentif, et je pense que la Commission des affaires sociales, son président vient de le dire à l'antenne, sera là pour qu'on pose les bonnes questions au bon moment et qu'on évite les effets où on peut recycler parfois des crédits. Il s'agit d'avoir des annonces concrètes. Chacun mesure qu'il faut maintenant éviter aussi une forme de centralisation hospitalière, qu'il faut revenir sur les territoires, et qu'il faut remettre le soin au centre de tout. Éviter un certain nombre de lourdeurs. Et je pense qu'il n'y a pas que le budgétaire. Il y a des vraies questions d'organisation et permettre au personnel soignant d'être un petit peu plus libre peut-être de leur mouvement et moins dans une suradministration. C'est ça qui va compter. On va continuer, on va aborder d'autres sujets, les sujets choisis par nos chroniqueurs du jour que j'ai annoncé en introduction. Vincent Capo-Canella, on continue, c'est l'heure du club. Marie Brémaud, c'est donc avec vous que nous commençons ce soir. On va revenir sur ce plan européen. Que faut-il en retenir ? On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Les deux visions sont possibles. Et en tout cas, à l'issue de ces 4 jours de négociations, et oui, on parle bien d'un sommet marathon, eh bien, tout le monde est content. Il suffit d'écouter les déclarations des chefs d'État et de gouvernement, à commencer par le Premier ministre espagnol. L'Europe a envoyé un message fort et énergique au monde et s'est déclarée prête à relever les défis mondiaux qui nous attendent. Aujourd'hui sera un jour mémorable parmi les chapitres les plus importants de l'histoire de l'Union européenne. Alors, surfons sur l'optimisme de Pedro Sánchez. Oui, le plan de relance européen, il est ambitieux. On parle tout de même de 750 milliards d'euros. Répartis de la sorte, 360 milliards d'euros disponibles en prêts remboursables par le pays demandeur et 390 milliards de subventions, 390 milliards d'euros évidemment de subventions. Et c'est là où, en effet, on peut parler de jours historiques ou mémorables pour l'Europe, car pour la première fois, eh bien, les États membres vont supporter une dette commune à rembourser donc par les 27, sachant que les pays les plus touchés par l'épidémie, comme l'Italie ou l'Espagne, en bénéficieront plus largement. Pour la France, eh bien, cette enveloppe, elle s'élève à 40 milliards d'euros. Donc, si on s'arrête là-dessus, une dette commune, une solidarité européenne organisée, une enveloppe budgétaire conséquente, oui, on peut se dire que l'Europe a retenu les leçons des crises précédentes, celle de 2008 notamment, où là, c'était beaucoup plus chacun pour soi. Sauf que certains ne s'arrêtent pas tout à fait là-dessus. Là, on a vu la vision du verre à moitié plein. On peut aussi voir cet accord sous l'aspect du verre à moitié vide. Et oui, car pour parvenir à un accord, il faut un consensus. Il a donc fallu âprement négocier et lâcher du lest sur certains points non négligeables. Et d'abord, il faut dire que si le couple franco-allemand était ici à la manœuvre et soudé, eh bien cela ne suffit plus à emporter une dynamique globale et que les résistances, elles ont été nombreuses. D'abord du côté des pays frugaux, Danemark, Autriche, Suède et Pays-Bas en tête, qui, pour accepter l'idée d'un endettement supporté par tous, une dette commune, ont exigé certaines choses. Écoutez le Premier ministre des Pays-Bas. Nous avons dit, bien entendu, que nous voulons conserver les rabais et maintenir notre situation financière. Et nous avons réussi, heureusement. Mais nous voulions, en plus de ça, des réformes et garantir ces réformes. Et nous avons réussi dans une large mesure, et j'en suis heureux. Alors, concentrons-nous sur les rabais concédés. Les pays frugaux ont donc obtenu une baisse de leur participation au budget européen et c'est l'Autriche qui obtient le plus. Son rabais sur sa contribution totale au prochain budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027 s'élève à 565 millions d'euros, soit une hausse de 138%. Et le rabais pour les autres pays, Danemark, Suède et Pays-Bas, sont également conséquents. Donc à peine le Royaume-Uni quitte l'Union européenne et emmène avec lui les privilèges qu'il a obtenus, à savoir de moins contribuer au budget de l'Union européenne, qu'on répète les mêmes erreurs et qu'on crée donc de nouveaux régimes d'exception que l'Union européenne va subir pendant plusieurs années. À noter que la France va largement compenser ces rabais en mettant la main à la pâte ou plutôt au portefeuille. L'autre carence, elle concerne l'état de droit. On nous dit que les aides dans le cadre du plan de relance seront conditionnées au strict respect de l'état de droit. Et ça, oui, c'est une première. Le président Emmanuel Macron, il a même lâché durant les négociations. C'est simple, pas d'état de droit, 0 €. Dans son viseur, la Pologne et la Hongrie, deux pays aux dérives autoritaires depuis plusieurs années. Donc un mécanisme de sanction est en effet prévu, mais cela reste flou.
pas sûr que cela soit efficace. Et si le président du Conseil européen, Charles Michel, lui, se félicite de ce mécanisme, eh bien, le Premier ministre hongrois, lui, il se félicite qu'il n'y en ait pas. Ça veut bien dire que c'est flou, et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Vincent Capo-Canella, choisissez votre camp. Est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein concernant cet accord européen ? Tout le monde a un mot à la bouche qui est le mot historique. Oui. On verra. Je suis prudent là-dessus. Mais c'est une avancée forte, incontestable. C'est un succès. On a pensé que tout ça allait achoper. On a pensé qu'on serait sur un compromis vraiment par le bas. Je pense qu'il y a vraiment des éléments très beaux, très forts. Il y a une mutualisation de la dette, c'est un peu un tabou qui est brisé. C'est un élément de fédéralisme européen et on a besoin de réagir en européen tous ensemble. C'est une avancée et je m'en félicite. Voilà. Après, le loup est dans les détails, le diable est dans les détails, me direz-vous tout à l'heure, disiez-vous plutôt. Et on va regarder tout ça. On va entendre aussi ce que le président de la République va nous dire, je pense, très rapidement sur le sujet. Mais il fallait que l'Europe réagisse et qu'on montre qu'il y avait une solidarité aussi avec les pays les plus touchés par le Covid. C'était pas simple, c'est une proposition franco-allemande, et ça je m'en réjouis, parce que ça veut dire que la France et l'Allemagne ont retrouvé le chemin d'une Europe qui soit pas une Europe qui baisse les bras, et je crois que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et que diriez-vous de ce dont parlait Marie à l'instant, ces régimes un peu particuliers qui sont proposés et même conclus avec ces pays dits frugaux? Est-ce que c'est vrai, Marie le disait, le Royaume-Uni s'en va avec un peu des privilèges historiques que le Royaume-Uni a toujours eu au sein de cette Union européenne. Et là, on a tout d'un coup des pays qui demandent la même chose et qui ont eux aussi des régimes un peu particuliers. Vous trouvez que l'esprit est le bon ? Je pense qu'on ne peut pas ramener les pays frugaux à la notion d'État où l'État de droit ne serait pas la même chose que chez nous. Quand on parle de nos amis hollandais, par exemple, on n'a pas de leçon à leur donner sur ce plan-là. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Pour autant, quand on fait un accord, il faut des concessions réciproques. Le volume des aides, le volume des financements est important. Le principe d'une mutualisation des dettes est quelque chose de majeur. La volonté d'avoir une réaction commune face à la crise qui va être terrible, parce que la crise, c'est une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise économique, sociale. Et donc ça, c'est très positif, c'est ce que je retiens d'abord. Voilà. Après, sur le rabais, il y a un certain nombre d'États qui ont joué de cette règle de l'unanimité qui nous fait problème. Moi, je suis plutôt favorable à une majorité qualifiée demain pour éviter ce genre de chantage qui est effectivement déplorable. Vous avez vu C'était le prix pour y arriver. Je retiens surtout l'Europe en mouvement qui fait face aux difficultés de nos concitoyens. Je ne sais pas si vous avez entendu la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui lui est très très remonté, qui parle même de propagande de la part du gouvernement, ou d'Emmanuel Macron qui parle de pas historique. Je cite juste son tweet qu'il a très vite publié. Macron a tout cédé, des rabais de cotisations aux pays radins, des contrôles de dépenses, la baisse du montant de plan de relance, etc. Bérésina, au secours, la propagande. Oui, M. Mélenchon nous a habitués aux excès. Je pense qu'il ne changera pas. Voilà, donc d'un tweet à l'autre, on pourrait reproduire le même commentaire à chaque fois. Quand il dit qu'il y a peut-être un tout petit peu moins, il y a un tout petit peu moins par rapport à l'annonce initiale. Mais par rapport à la situation en T, c'est un effort colossal. Après, il faudra bien l'utiliser, il faudra cibler tout ça. Et il y a tout un travail, là aussi, de mise en œuvre qui va devoir se faire jour. Voilà. Après, la vraie question, c'est l'Europe face au monde, comment elle se comporte. Est-ce qu'elle pourra vivre de crise en crise comme ça? Je ne pense pas. Et pour ce qui est de la France en particulier, 40 milliards d'euros annoncés par Bruno Le Maire ce matin, donc à destination de la France, ça vous semble un montant à la hauteur de notre participation et de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de la crise qu'on va vivre? Oui, la France a besoin d'un plan de relance. Excusez-moi. Et je pense que dans ce cadre-là, cet effort est positif. Et on va peut-être vous apporter un verre d'eau pendant qu'on passe à la chronique. Et je précise juste pour conclure, et le sénateur que vous êtes, il serait attentif que ça doit être ratifié par le Parlement européen. Cet accord-là doit être quand même validé par le Parlement européen. Donc c'est pas tout à fait fini, vous avez raison, vous parliez de prudence, on suivra cela de près. Jean Massier, fondateur d'Acropolis, on va continuer avec vous, on revient avec vous sur ce gouvernement. Je rappelle qu'on attend toujours la nomination des secrétaires d'État, et eux aussi attendent très certainement, ils sont très près de leur téléphone. Et oui, Rebecca, ça n'aura échappé à personne. On a un nouveau gouvernement, ça fait 2 semaines, tout le monde en a parlé. Jean Castex, Éric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot, Barbara Pompili. Les têtes d'affiche, on les connaît. Ceux qu'on connaît moins, ce sont les secrétaires d'État. Et pour cause, ils ne sont toujours pas désignés. Ça fait 2 semaines qu'on attend. Le casting gouvernemental n'est pas au complet. Et Matignon nous a promis que la liste serait dévoilée avant le prochain Conseil des ministres qui a lieu
demain matin. Donc normalement, on devrait avoir dans les heures qui viennent une liste de noms qui devrait apparaître. Alors combien il y en aura des secrétaires d'État? Là aussi, le mystère plane. Le gouvernement Castex se veut être un gouvernement de combat, mais ce ne sera pas une équipe resserrée. On a déjà 31 ministres et ministres délégués qui ont été désignés il y a 2 semaines, avec des cabinets qui eux aussi ont été élargis à jusqu'à 15 membres par cabinet. Ça change et ça tranche pas mal avec la cure de minceur qui avait été imposée par Édouard Philippe jusqu'à présent. Du coup, pour les secrétaires d'État, tout le monde s'impatiente, les commentateurs politiques et surtout les personnes pressenties pour entrer au gouvernement. Il y a quand même pas mal de sujets qui sont attendus, le numérique, le handicap, et avec ces sujets-là, il y a aussi tout un ensemble d'acteurs, de filières publiques et privées qui attendent, elles aussi, qui sont orphelines et qui aimeraient savoir qui va s'occuper d'elles. Rappelez-nous peut-être à quoi sert un secrétariat d'État, Jean? Alors, les secrétaires d'État, ils sont moins visibles que leurs ministres de tutelle et pourtant, ils jouent un rôle assez important au sein de la machine gouvernementale. Je rappelle qu'un gouvernement a une organisation hiérarchique assez bien établie. On a le Premier ministre, le chef du gouvernement, on a les ministres d'État, les ministres délégués et les secrétaires d'État. Ces derniers, donc les secrétaires d'État, sont rattachés à un ministre du tutelle et ils prennent en charge un ou plusieurs dossiers précis. Par exemple, par exemple, le tourisme auprès du commerce extérieur, le numérique au sein de l'économie, les anciens combattants au sein de la défense, etc., etc. À noter, chose importante, un secrétaire d'État ne siège pas au Conseil des ministres le mercredi matin. Il n'y est invité que si son sujet, son dossier est à l'ordre du jour du Conseil des ministres. À cette machinerie bien huilée de la hiérarchie gouvernementale, il y a 2 bizarreries qui viennent s'ajouter. Il y a d'abord les hauts commissaires. Les hauts commissaires, c'est quelqu'un qui n'a pas de portefeuille à proprement parler, mais qui a une mission précise. Nicolas Sarkozy avait confié à Martin Hirsch, en 2007-2008, le soin de créer le RSA, puis le service civique. Et c'est pour ça qu'il avait nommé cette personnalité issue de la société civile, plutôt marquée à gauche, au sein du gouvernement. Il faut savoir qu'un haut commissaire n'est pas nécessairement tenu à la solidarité gouvernementale avec les autres membres du gouvernement, ce qui est donc assez pratique. C'est exactement ce qu'avait fait Emmanuel Macron également avec Jean-Paul Delevoye, qu'il avait nommé au siège de haut commissaire chargé de la réforme des retraites. La deuxième bizarrerie, ce sont les secrétaires d'État sans attribution particulière. Ça, ce sont des sortes d'adjoints au ministre, qui avait été promis par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Il promettait ainsi d'avoir un peu plus de souplesse au sein du gouvernement. Il y en avait 7 en 2017, des secrétaires d'État sans attribution particulière, et c'était des rôles qui étaient assez flous et trop flous. Ça avait plutôt semé une certaine pagaille. Certains secrétaires d'État comme ça avaient pris en main des dossiers pour exister un peu. On pense notamment à Gabriel Attal avec le service national universel, et d'autres sont restés totalement anonymes, ne sachant pas très bien quoi faire, et ils n'ont jamais réussi à s'être démarqués. Je ne pense pas que cette expérience va être reconduite pour les secrétaires d'État, mais on verra, on peut toujours être surpris. Et c'est justement en fait dans ces subtilités que se trouve l'explication de la longue attente. En fait, pourquoi est-ce qu'on attend depuis 2 semaines? En plus du calcul politique qui mène à la nomination d'un gouvernement, il faut aussi jauger un organigramme qui est assez subtil. Quel profil on nomme à quel ministère et pour faire quoi? C'est ça vraiment la difficulté de la nomination des secrétaires d'État. Chacun négocie, les secrétaires d'État évidemment veulent avoir des attributions claires, ils veulent avoir si possible un budget conséquent avec beaucoup de missions et si possible aussi avoir un petit bout d'administration à diriger. Les ministres quant à eux, ne veulent pas forcément avoir des secrétaires d'État qui leur traînent dans les pattes et qui leur piquent des dossiers intéressants. Les difficultés en fait sont assez nombreuses. On peut avoir des secrétaires d'État qui sont un peu trop ambitieux et qui risquent de faire de l'ombre à leur ministre du tutelle. On peut avoir un ministre qui aurait trop de secrétaires d'État qui serait trop imposant, trop puissant au sein du gouvernement. On risque aussi d'avoir un secrétaire d'État un peu trop isolé qui ne servirait pas à grand chose. Voilà, maintenant que je vous ai dit tout ça et que tout ça est bien complet, je vais proposer aux téléspectateurs de Public Sénat un petit jeu pour l'été à jouer à l'heure de l'apéro. Ça s'appelle le casse-texte de l'été. En fait, c'est assez simple. Première étape, vous essayez de composer un organigramme d'intitulé ministériel parfait. Vous imaginez votre gouvernement parfait avec ses ministères de tutelle, ses différents dossiers, ses attributions, etc. Deuxième étape, vous essayez d'y mettre des noms. Vous essayez de faire votre casting, mais attention, vous ne pouvez pas faire n'importe comment, c'est assez difficile. Vous devez d'abord respecter la parité entre les hommes et les femmes. Vous devez être assez habile politiquement, puisque vous devez essayer de représenter les différentes tendances et sensibilités au sein de votre propre majorité. Ensuite, vous devez trouver des profils qui ont une appétence et une compétence particulière pour chacun des dossiers sur lesquels vous allez les nommer. Vous pouvez évidemment récompenser quelques fidèles avec un Marocain, mais vous devez aussi
pensez au fait que l'Élysée va vous imposer quelques noms, auxquels vous serez obligé d'accepter. Ensuite, vous devez trouver un équilibre territorial. Vous ne pouvez pas avoir que des Parisiens au sein de votre gouvernement. Allez, pour vous aider, vous avez aussi le droit d'avoir quelques personnalités de la société civile. C'est toujours un peu plus facile à faire entrer dans un gouvernement. La troisième et la dernière étape, c'est peut-être la plus difficile. Vous devez appeler toutes ces personnes-là et leur proposer le job. Et là, vous allez voir aussi que c'est compliqué, parce qu'il y a ceux qui acceptent tout de suite, il y a ceux qui refusent tout de suite, et il y a ceux qui négocient, qui essayent de discuter un peu le bout de gras, etc. Voilà, ça c'est le casse-tête de l'été. Je vous souhaite bon courage et bon été. Et on va pas s'y essayer tout de suite sur ce plateau. Vincent Capo-Canellas, quand même en un mot, vous attendez quelque chose de ces nominations au secrétariat d'État? Vous attendez un rééquilibrage politique? Vous attendez un portefeuille particulier? Le chef du gouvernement a choisi avec le président ce phasage qui est un peu particulier. On va regarder les résultats maintenant. Voilà. Alors après, il y a un certain nombre de postes quand même qui mériteraient une attribution. Je pense aux affaires européennes, on en parlait il y a quelques secondes. Je pense à la famille. Voilà. Il y a le secteur du tourisme qui est en grande difficulté aujourd'hui. Que ces secteurs-là aient un interlocuteur gouvernemental qui porte ces politiques, ça me paraît répondre à une attente. Voilà. Alors après, je pense qu'il y a eu les circonstances aussi. Il y avait une part de malice, puisque le vote à l'Assemblée nationale sur la confiance s'est déroulé sans que chacun ne sache. Mais je pense qu'il faudra peut-être qu'un jour ou l'autre, ça se termine. On parle aussi d'un haut commissariat au plan. A priori, ce serait François Bayrou qui en serait à la tête. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Alors, j'ai pas d'informations particulières sur le sujet. En tout cas, si ça se fait, vous pensez que c'est je une bonne pense idée? que se dire qu'au-delà de ce qui fait celle de l'actualité, c'est-à-dire toujours l'immédiat, on a une vision un peu plus de long terme, pourquoi pas. Après, il faut voir comment c'est mis en œuvre quand même. Et on verra ça évidemment dans les heures qui viennent normalement, puisque les secrétariats d'État devraient être annoncés dans les heures qui viennent. Sandra Cerqueira, on va terminer avec vous. Vous venez nous présenter le documentaire que vous avez réalisé après avoir suivi pendant plusieurs mois la Convention citoyenne pour le climat. Il sera diffusé lundi prochain à 16h30 sur Public Sénat. Ce qui est intéressant au-delà du fond, c'est l'exercice de démocratie participative qui est inédit en France. Oui, c'était une première en France parce que plus qu'un exercice de démocratie participative, il s'agissait là d'un exercice de démocratie délibérative avec 150 citoyens tirés au sort chargés d'élaborer des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, nous avons suivi l'exercice de près à travers l'expérience de 3 citoyens pour voir comment ils s'étaient impliqués, voir comment ils avaient vécu cette participation à cette assemblée citoyenne et tenter de comprendre en quoi cet exercice préfigurait une nouvelle forme de démocratie. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce que vont devenir ces mesures, mais une chose est sûre, pour les citoyens qui y ont participé, ça a été une expérience marquante, ça a parfois changé leur point de vue sur la politique. Par exemple, Corinne, l'une des citoyennes que l'on a suivie, elle dit avoir pris conscience d'une chose, que le bulletin de vote ne suffisait plus pour faire entendre sa voix. Elle a accepté de siéger au conseil municipal de son village suite à la proposition de son maire pour apporter son expertise qu'elle a obtenue donc en participant à cette convention. Et pour elle, s'engager en politique sans avoir été élue, c'est une façon de garder sa liberté d'expression. On écoute Corinne. Et c'est le tirage au sort a fait que ça a tout changé pour moi, puisque c'est vrai qu'au départ, écologiste, est un terme que j'aime pas beaucoup en définitive, parce que l'étiquette écologiste, je trouve que ça colle trop à un parti politique, et pour moi, l'écologie n'a pas de parti politique. Ma sensibilisation, ce que j'ai vécu, oui, c'est la mettre à profit pour sensibiliser les autres personnes. Alors, Monsieur Capo-Canellas, la Convention n'a pas vraiment fait l'unanimité. Rappelez-vous, Philippe Bas, le président de la Commission des lois, a dit que le tirage au sort était la négation même de la démocratie. Pourtant, d'accord ou pas, les parlementaires vont devoir travailler avec ces citoyens, parce qu'il va y avoir tout un travail de suivi de ces mesures. Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Bas et comment vous voyez ce travail de suivi, justement? Moi, je préfère très clairement l'élection. Je préfère la démocratie au tirage au sort. Voilà. Maintenant, on nous a beaucoup dit, et il faut le mesurer, que le système politique paraissait coupé. Et ça peut être une façon d'oxygéner les choses. Pour autant, j'ai envie de dire qu'il faut y aller avec prudence, que la démocratie, c'est d'abord l'élection. C'est là qu'on fait les grands choix. C'est là que chacun peut se présenter avec une ligne politique. Et ensuite, on vient rendre compte, on se représente aux élections, on est réélu ou pas. Et les choses sont claires. Et c'est encore la meilleure façon de vivre en démocratie. Alors, là-dessus, ces propositions doivent être regardées. Moi, ce que je crains simplement, c'est l'influence des experts. C'est que on dit les Français tirés au sort, on fait des propositions. Ils l'ont fait sur la base aussi de propositions qui leur ont été livrées. Voilà, donc c'est utile. Ça permet sans doute de renouveler. Il faudra en tirer les leçons le moment venu. Et puis on va regarder ce qui est sorti. Sincèrement, beaucoup d'idées dont
un peu plein de directions. Moi, j'ai envie de dire que 5 ou 6 projets peuvent se regarder. Après, là, on est dans une profusion qui me paraît pas pouvoir être mise en œuvre telle qu'elle. 146 mesures sur 149, on le rappelle. Et alors, Sandra, c'est hier que les membres de cette convention ont été reçus à Matignon pour justement mettre en place un calendrier. Oui, la convention entre maintenant dans sa phase concrète et hier le Premier ministre Jean Castex l'a dit, on va passer maintenant des propositions à l'action. Donc le lundi 27 juillet devra se tenir un conseil de défense écologique qui réunira autour du chef de l'État plusieurs ministres et il devrait permettre de présenter les premières propositions qui seront intégrées dans la réglementation, donc toutes les mesures qui passeront par voie réglementaire. 2 jours plus tard, le 29 juillet, ce sera le début des échanges, donc autour de Barbara Pompili, avec la mise en place des groupes de travail entre les citoyens de la Convention, les parlementaires, les élus locaux, des ONG et les partenaires sociaux pour permettre de suivre les différentes voies qu'emprunteront les propositions. 3 réunions devraient avoir lieu et la ministre de l'écologie a assuré que l'objectif était que toutes les mesures trouvent un débouché. On écoute la ministre. On a 149 mesures qui ont été proposées, 146 retenues. Et maintenant, tout le travail, ça va être un travail d'élaboration sur les différents types de mesures, puisqu'il y en a qui sont d'ordre réglementaire, donc sur lesquelles on va déjà faire quelques annonces la semaine prochaine. Après, on l'a vu avec eux-mêmes, il y a certaines mesures qui doivent être précisées, qui doivent être parfois retravaillées un peu, parce qu'en termes d'application, on peut avoir des difficultés concrètes. Et tout ce travail qui sera réalisé cet été devrait permettre la présentation d'un projet de loi, donc en septembre ou en octobre, pour un examen au Parlement début 2021. Mais attention, pour les 150 membres de la Convention, pas question de co-rédiger un projet de loi. Ils tiennent à marquer leur indépendance. Et il ne s'agit pas de négocier, de valider ou d'invalider. Ils souhaitent que l'exécutif et les parlementaires prennent leurs responsabilités. Cyril Dion, l'un des garants de la Convention citoyenne, a affirmé hier à l'issue de la réunion qu'il y avait bien eu des garanties qu'un processus de travail se mettait en place, mais il a pris la peine de rappeler que le Grenelle de l'environnement avait fait beaucoup de bruit à l'époque avec beaucoup d'annonces et que finalement il y avait eu peu de résultats, que l'idée ce n'était pas de repartir sur un processus similaire, donc une sorte d'avertissement pour dire que les travaux de la Convention ne connaissent pas le même sort. Oui, évidemment, ne fasse pas pchit. Je voudrais ajouter cette réaction de Grégoire Frati, Vincent Capo-Canella, c'est le coprésident de l'association Les 150, qui représente donc aussi les membres de la Convention, et il nous dit ceci: c'est un devoir de responsabilité d'accompagner nos mesures. On ne veut pas qu'elles soient dévoyées, dénaturées, approprié par certains et par d'autres. Il y aura donc un passage par le Parlement de ce projet de loi. Comment leur garantir à ces citoyens qui se sont beaucoup investis, qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie, après ce passage au Sénat, par exemple, que certaines des mesures ne soient pas transformées et totalement réécrites? Comment les rassurer? Je pense d'abord qu'entre une proposition en quelques lignes, une idée générale et un texte de loi, il y a tout un chemin. Il faut penser à des détails juridiques, il faut penser à la mise en œuvre. Et donc nous, quand nous votons, nous essayons de faire que la loi soit intelligible, qu'elle puisse s'appliquer et qu'on ait mesuré les conséquences. Donc il y a un énorme travail à faire sur cette base-là. Pour moi, la Convention fournit des idées, fait avancer des propositions et après le travail législatif va commencer. On va regarder déjà ce que nous propose le gouvernement, en mode de travail concret par rapport à tout ça. Après, la légitimité, elle vient pour moi plus facilement de l'élection que du tirage au sort quand même. Donc, je pense qu'il n'y a pas à dire à l'avance que le Parlement pourrait trahir une intention qui émane de personnes qui ont été tirées au sort. Voilà. Donc tout ceci doit être remis quand même en perspective. Et il faudra que le gouvernement précise ce qu'il veut retenir, comment il se propose, lui, de le décliner, et ensuite le travail parlementaire classique aura lieu. Voilà. Les choses ne doivent pas être opposées. C'est-à-dire que vous sentez quelque part que ce système de convention citoyenne court-circuite le travail du Parlement et peut-être court-circuite votre expertise à vous, qui est justement de proposer des lois, de les écrire bien pour qu'elles soient applicables? Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il y a une place pour la démocratie directe. Mais qu'affaiblir le Parlement, c'est affaiblir la démocratie globalement et que ce serait annonciateur de risques pour demain. Voilà, donc je prends la proposition telle qu'elle vient et je dis au gouvernement, il faut regarder maintenant comment on peut mettre ça en œuvre. Mais les parlementaires feront des choix et ils ne sont pas liés par avance, il n'y a pas de mandat impératif. Une convention citoyenne affaiblit le Parlement pour vous? Une convention citoyenne est un mécanisme qui est
ne relève pas de la démocratie parlementaire, mais ça peut être une source d'idées, une source d'incitation. Voilà. Mais les parlementaires ont toute leur liberté et c'est leur rôle. Une source d'inspiration citoyenne. Donc merci infiniment en tout cas Vincent Canella d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Merci à nos 3 chroniqueurs et chroniqueuses de nous avoir accompagnés, d'avoir fait partie de ce club. On se retrouve dans une seconde pour la suite d'ALPL. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le sommaire de l'émission. Dans une demi-heure, notre grand débat. Nous reviendrons sur le vote définitif au Parlement de la loi sur les violences conjugales. Les sénateurs ont entériné la proposition de loi qui vise à mieux protéger les victimes et notamment l'exception au secret médical. C'est le 2e texte sur le sujet voté en quelques mois. Qu'apporte-t-il de plus? Cet arsenal législatif, même musclé, suffira-t-il à redorer le blason d'un gouvernement très critiqué notamment par les féministes? #ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Mais d'abord notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Jean Arthuis et Éric Coquerel. Nous allons tenter donc de vous éclairer sur cet accord européen obtenu après d'âpres négociations, après 4 jours et 4 nuits de discussion. On a d'un côté la version d'Emmanuel Macron qui nous parle d'un texte inédit, d'une avancée historique, et on a de l'autre les détracteurs du texte qui eux dénoncent des compromissions, un échec sur tous les plans et même une propagande de l'exécutif. Cet accord est-il vraiment à la hauteur de la crise économique dans laquelle nous entrons? L'Europe a-t-elle été au rendez-vous de l'histoire? On va ouvrir la discussion avec nos invités dans un instant. D'abord les détails du texte avec Fabien Recker. L'accord a été annoncé par un tweet du président du Conseil européen à 5h30 du matin. Après 4 jours et 4 nuits de négociations, les 27 se sont finalement entendus sur le financement d'un plan de relance commun pour se relever de la crise du coronavirus. C'est l'acte de naissance d'une nouvelle Europe. Donc c'est effectivement un jour historique parce que pour la première fois de son histoire, l'Europe accepte de lever de la dette en commun. C'est de la dette qui va être levée par les 27 États membres. Une dette commune qui va permettre de financer une enveloppe de 750 milliards d'euros. 390 milliards seront versés directement sous forme de subventions aux États membres, des États qui ne devront donc pas rembourser ces aides. La France pourrait ainsi recevoir 40 milliards d'euros, a annoncé Bruno Le Maire. C'est une dette européenne levée au nom des Européens. Elle va servir solidairement à ceux qui ont le plus besoin et qui n'auront pas besoin de le rembourser. C'est en fait pour les remettre sur pied. Donc ça c'est nouveau parce que ça n'existait pas dans le cadre de l'Union européenne. C'est normalement censé être temporaire, c'est pour 3 ans, mais on a franchi le Rubicon d'une nouvelle façon de construire l'Europe avec cette mutualisation de la dette. Les 360 milliards d'euros restants seront versés sous forme de prêts, mais l'accès à ces fonds ne se fera pas sans condition. Si un pays estime que l'argent est mal utilisé, il pourra saisir le Conseil européen. Afin de rembourser un jour cet emprunt massif, la Commission planche enfin sur de possibles ressources propres, comme la taxation des plastiques ou un impôt européen. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Jean Arthuis, bienvenue. Vous êtes président de EuroApp Mobility, une association qui aide les jeunes apprentis européens. Vous êtes ancien député européen, ancien président de la commission des budgets du Parlement européen et bien sûr ancien ministre. Merci à vous d'être ici. Éric Coquerel, bienvenue à vous également. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et membre de la commission des finances. Merci à tous les deux d'être ici. Les termes d'Emmanuel Macron pour définir cet accord sont extrêmement forts, il faut l'admettre. Jour historique pour l'Europe. Depuis l'euro, nous n'avions pas connu une telle avancée. C'est à ce point-là, Jean Arthuis? Je partage cette appréciation. Je crois que c'est un moment décisif pour la construction européenne. L'euro, c'était déjà un billet d'aller sans retour vers une forme d'intégration politique. Cette fois, nous franchissons une nouvelle étape. S'endetter ensemble, c'est manifester, c'est reconnaître une vraie solidarité, c'est considérer qu'on a un destin commun. Et dans ces conditions, il va falloir sans doute accompagner le mouvement en améliorant la gouvernance de l'Union européenne, parce qu'on a vu à quel point il était difficile d'obtenir un accord. Tout ce qui est budgétaire doit être adopté, et fiscal, doit être adopté à l'unanimité. Alors à chaque fois, c'est l'occasion d'un marchandage. Et ce budget reste un budget de redistribution. C'est de l'argent qu'on met sur la table, qui viennent des États membres, ou bien par emprunt, puisque c'est l'innovation. C'est de l'argent qu'on redistribue. Et chaque pays va se demander combien il apporte et combien il retire.
c'est pas vraiment l'esprit européen, de la communauté européenne. Il y aura là des progrès à accomplir. Et c'est vrai que pendant ces 4 jours et ces 4 nuits, là où on attendait un débat politique, quelle Europe voulons-nous pour répondre aux attentes, aux préoccupations des citoyens européens? Par moments, c'était plutôt la discussion de comptables. Éric Coquerel, du côté de la France Insoumise, on est beaucoup moins emballé par ce plan. On a entendu différents membres de votre parti politique. Expliquez-nous pourquoi. Je dirais que si c'est un jour historique, parce qu'il y a des annonces grandiloquentes, de propagande, etc., dans ces cas-là, Waterloo était une victoire. Parce que franchement, quand on regarde le plan en détail, moi j'aimerais être de l'avis de Jean Arthuis, mais quand on regarde le plan en détail, ces 4 jours ont accouché d'un plan au rabais. Alors d'abord, au niveau de la somme, il faut bien comprendre une chose, c'est que la somme, c'est au final 750 milliards, dont 390 seulement d'aide, le reste étant des prêts directs, des prêts aux États. Le Parlement européen réclamait 2000 milliards. Monsieur Breton, commissaire français européen, réclamait 1600 milliards. Pourquoi ? Parce que 750 milliards, c'est 5% seulement du PIB de l'Union européenne. L'Union européenne vient d'en perdre 8,3%. Donc ça ne compense même pas cette somme. Donc déjà, ça a été un rabais. Deuxième chose, ça a été fait, comme ça a été dit, avec une contrepartie. Parce que moi, je n'ai pas vu vraiment d'esprit européen. J'ai vu un marchandage dans lequel certains États, s'appuyant sur ce que les autorisait les traités, ont marchandé leur aide. Alors, de 2 manières. Il y a eu des baisses de subventions, par exemple, c'est-à-dire de la part de ce qu'on a appelé les États frugaux, notamment du Nord. Mais figurez-vous que l'Allemagne fait partie de ces États. Sur 7 ans, elle va économiser 10 milliards. La France, non. Et au total, cette aide, donc qu'on dit mutualisée, de 390 milliards, on s'aperçoit qu'en réalité, elle sera remboursée au prorata de la contribution de chaque État membre. Figurez-vous que pour la France, ça veut dire que la France va rembourser 66 milliards alors qu'elle va toucher 40 milliards. On pourrait se dire, bon, qu'importe, la France contribue à la solidarité. Elle est généreuse. D'accord, sauf que ce n'est pas le cas des autres États membres. Et qu'en plus de ça, ça va se faire avec des conditions. Ça a été dit dans votre reportage, effectivement. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qui vient en contribution de la crise du Covid, etc. C'est de l'argent qui est avec des conditions qui sont ceux du semestre européen, c'est-à-dire les conditions d'austérité. Il y a aussi un droit de freinage de la part des pays qui voudront pour dire non, on n'accepte pas finalement que cette aide soit... Donc ça va être un perpétuel marchandage, mais avec quelque chose qui est un plan à la fois insuffisant, sous condition et dans laquelle la France perd gros. Vous parliez des concessions, on a préparé un petit tableau et je vous donne évidemment la parole dans un instant, Jean Arthuis. On va jeter un coup d'œil à ce qu'il a fallu céder. On a revu à la baisse les subventions, effectivement, les 390 milliards au lieu des 500 milliards qui étaient voulus, je le rappelle, par la France et l'Allemagne notamment. On a augmenté les rabais accordés aux pays qui jugent leur contribution au budget de l'Union européenne disproportionnée, comme les Pays-Bas et l'Autriche. Ça, c'est choquant. Et alors, vous allez avoir l'occasion de nous répondre. Et Jean-Luc Mélenchon qui a tout de suite publié ce tweet. Macron a tout cédé, des rabais de cotisations aux pays radins, des contrôles de dépenses, la baisse du montant du plan de relance, etc. Bérésina, au secours, la propagande. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de propagande dans le discours officiel, nous présentant cet accord comme un accord historique? Mais l'Europe, c'est le compromis. Et les traités font qu'en matière financière, budgétaire, fiscale, il faut l'unanimité. Et donc, le rendez-vous est tous les 7 ans, lorsqu'on prépare le cadre financier pluriannuel. Le Parlement européen n'est pas tout à fait un parlement comme les parlements nationaux des grandes démocraties, puisque le Parlement européen ne vote pas l'impôt, puisque l'Europe n'est pas un État. Donc on ne discute que les dépenses. Et les dépenses sont corsetées dans un cadre financier pluriannuel. Et ce cadre financier pluriannuel, négocié tous les 7 ans, doit être approuvé à l'unanimité par les chefs d'État et de gouvernement. Alors chacun vient avec ses revendications. Je pense aux Hollandais, par exemple. Ils ont réussi à obtenir de l'Europe, alors que les ressources propres de l'Europe sont les droits de douane, qui ne représentent plus que 10%, puisqu'on n'arrête pas de signer des traités de libre-échange. Bon. Tout arrive pratiquement par Rotterdam et Amsterdam. Eh bien, ils ont réussi à négocier de garder 20% des droits de douane qui sont perçus, alors qu'ils sont les ports principaux de dédouanement de tout ce qui vient de l'extérieur de l'Europe. Vous voulez dire qu'il y a des régimes particuliers pour certains pays, donc ça relève d'un problème structurel de notre fonctionnement. Chacun négocie. En plus, il pratique ce qu'on appelle le ruling fiscal. C'est dans ces conditions que les géants du numérique, les géants du GAFA, Google en particulier, font transiter les bénéfices qu'ils obtiennent en Irlande par les Pays-Bas,
pour ne pas payer d'impôts et envoyer les fonds aux Bermudes. Bon. La solidarité, là, a du mal à s'exprimer. Ils ont une législation telle que des grands groupes installent leur holding aux Pays-Bas. ADS, Renault et quelques autres. Donc vous pointez des problèmes structurels dans cette Europe. L'Europe est ce qu'elle est. Et pour l'instant, il faut faire avec les traités tels qu'ils sont. Je pense que ce qu'il va falloir, c'est commencer à sensibiliser les opinions publiques. Car chacun vit dans son égoïsme national. Et chaque chef d'État ou de gouvernement aura tendance à dire à son opinion publique qu'il a été formidable et qu'il a préservé les intérêts du pays. L'Europe attend autre chose. Et le budget de l'Europe ne doit pas être simplement de la redistribution de fonds. Il faut que l'Europe prenne en charge ce que les États ne peuvent plus assumer du fait de la mondialisation. Les migrations, le climat, la lutte contre les paradis fiscaux, contre les optimisations fiscales. Que l'Europe se charge également de la sécurité, de la défense. Là où manifestement les États n'ont plus vraiment la main du fait de la mondialisation, c'est l'Europe qui doit venir. Et si le budget de l'Europe augmente, il faut que les budgets nationaux puissent baisser et que l'augmentation du budget de l'Union européenne n'augmente pas la dépense publique en Europe. Éric Coquerel. Oui, mais Jean Arthuis, vous décrivez en fait une Europe qui est celle de votre idéal, auquel je crois. C'est vrai. Mais ce n'est pas l'Europe actuelle. L'Europe actuelle n'est pas celle, et d'ailleurs c'est bien pour ça que ces 4 jours ont accouché, à mon avis, d'un plan au rabais. C'est que cette Europe actuelle n'est pas celle de la coopération, de la relance par la transition écologique, enfin de ce qu'il faudrait apporter au peuple pour qu'elle soit un progrès. Elle est celle des traités. Et les traités, c'est la libre concurrence et le libre-échange. J'ai rien à rajouter sur ce que vous avez dit sur les Pays-Bas. C'est quand même incroyable. L'Europe permet qu'il y ait un espèce de dumping permanent fiscal qui fait que, par exemple, on nous l'a encore dit aujourd'hui sur le plan de finances 3e du nom, qu'on va encore baisser les impôts dans les entreprises. Pourquoi baisse-t-on les impôts pour les entreprises ? Non pas pour laisser plus de marge aux manœuvres d'entreprise, mais on nous dit que c'est parce que sinon, les entreprises françaises ne seront plus compétitives par rapport à d'autres entreprises des pays européens. Donc vous avez un espèce de moins-disant global, et à la fin, qui s'aligne sur quoi ? Les Pays-Bas. Qu'est-ce que font les Pays-Bas ? Vous l'avez très bien dit, c'est un espèce de paradis fiscal en réalité. Attendez, laissez-moi finir. Qui finalement fait des leçons, notamment aux pays du Sud, alors qu'elle organise un dumping en n'imposant quasiment pas les GAFA, ce qui pose un problème. Donc cette Europe-là que décrit Jean Arthuis n'existe pas. Et le problème que nous avons là, c'est que la France va se retrouver dans une situation très mauvaise parce que le plan français, celui que nous allons voter à la fin qui a été voté d'ailleurs, puisqu'il y a un accord avec le Sénat, est infiniment plus faible que le plan allemand. Rendez-vous compte que les Allemands ont investi 20% du PIB, 20% de leur PIB, suite à la crise du Covid. Nous, c'est 2%. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que si on prend ça plus le plan européen dont j'ai dit qu'il était insuffisant, il va y avoir une disparité économique des économies européennes. Et quelqu'un récemment a expliqué... Même entre la France et l'Allemagne. Entre la France et l'Allemagne, entre différents pays. Et j'ai entendu quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, je vous dirai le nom de la personne après, vous comprendrez, nous expliquant que si on ne résolvait pas cette disparité, c'est la zone euro qui allait exploser. Cette personne, c'est Bruno Le Maire, qui nous a expliqué ça en commission d'existence, et il a raison. Donc, on est dans un système où l'Europe n'est pas la protection dont on parle. Elle fonctionne toujours sur les traités et donc elle accouche d'un plan que je trouve insuffisant et plein en réalité de conditions. Et chaque pays après décide de ce qu'elle fait. Et je trouve que la France, là pour le coup, parce que les États existent encore, que l'Allemagne défend ses intérêts, on aura beau dire, c'est pas les perdants là sur ce qui vient de passer, loin de là. Et la France ne met pas assez d'argent là pour le coup avec des conditions sociales et écologiques pour se sortir de la situation. Et moi je crains que ça soit non seulement une explosion de l'Union européenne, en réalité, on se donne rendez-vous dans quelques mois là-dessus, mais qu'en plus, pour les Français, ça soit très difficile par rapport notamment à l'Allemagne. Monsieur Coquerel, le plan de relance français est quand même de l'ordre de 150 milliards. Et ce n'est pas 2% du PIB. Hein. Non, parce que le PIB est autour de 2500 milliards. Ah oui. Et donc, on est à un pourcentage quand même sensiblement plus important. Oui. Donc, je crois que nos partenaires, ce qu'ils nous demandent aussi, c'est de faire un certain nombre de réformes pour améliorer notre compétitivité. Vous parliez tout à l'heure des impôts qui pèsent sur les entreprises. Et dès qu'on allège un impôt qui pèse sur les entreprises, on dit « c'est un cadeau fait aux entreprises ». Mais y a-t-il un seul impôt, M. Coquerel, payé par les entreprises, que les entreprises
ne pourraient pas répercuter sur le prix qu'elles vont demander aux consommateurs. Donc il serait urgent de reconnaître que les impôts de production organisent très méthodiquement la délocalisation des activités. Arrêtons de laisser croire qu'il y aurait des impôts payés par des entreprises et d'autres payés par les citoyens, les ménages. L'impôt est toujours payé par les citoyens. Et si même demain on crée des impôts aux frontières extérieures, une taxe carbone qui est une façon de remettre des droits de douane, il y a quand même un progrès sur le plan européen, c'est qu'elle va se protéger, l'Europe. On va sortir de cette naïveté qui voulait que l'Europe soit offerte au monde pour permettre aux consommateurs européens de consommer à moins cher. Moyennant quoi, l'industrie est partie ailleurs. Donc nous avons un gros effort conceptuel. Et je compte sur vous, M. Coquerel, pour nous aider à alléger les impôts. Prenez les charges sociales, par exemple. Les cotisations. Financer la protection sociale par des cotisations assises sur les salaires, c'est organiser très méthodiquement la délocalisation. Quand il a fallu financer les 35 heures à l'hôpital public, on s'est dit on va faire les médicaments en Inde et en Chine. Donc, mettons un terme à nos contradictions et essayons d'avoir un débat serein pour reconnaître que l'impôt est toujours payé par les consommateurs. Voilà. Et là, j'ai un débat serein avec vous, mais je suis au radical désaccord. Parce que ce que vous proposez, c'est exactement ça. Mais moi non plus, je ne désespère pas de vous convaincre. Ou en tout cas, d'argumenter, d'essayer d'éclairer le débat public. On est là pour ça ce soir. Comme nous sommes en train de le faire. Ce que vous proposez, c'est exactement, j'allais dire, le défaut inhérent à l'Union européenne. C'est-à-dire que, au nom d'une concurrence dans un grand espace de libre-échange généralisé, sans aucune harmonisation sociale et fiscale par le haut, eh bien, vous avez sans arrêt le fait qu'on vous dit, vous voyez, le prix du travail est trop important par rapport à tel pays. Donc, pour éviter les délocalisations, soit on accepte les délocalisations, rien ne les empêche, soit on s'aligne. Vous voyez, les impôts sur les sociétés sont trop importants. Mais le bilan de ça, c'est qu'en 30 ans, les impôts sur les sociétés n'ont pas cessé de baisser, proportionnellement. En 30 ans, on a fait je ne sais combien d'exonérations. Et d'ailleurs, dans le plan de 100 milliards dont vous parlez, il y a encore 35 milliards d'exonérations. Ça n'a pas créé d'emploi. C'est-à-dire que le fait de donner de l'argent, nous par exemple, sur le plan de relance, ce n'est pas le fait de faire une dotation d'argent aux entreprises qui nous pose problème. Nous, on n'est pas contre. Mais on dit que ça ne peut pas se faire sans conditions. Ce n'est pas possible. Sans conditions sociales, sans conditions écologiques. Et pour une bonne raison, c'est que ça fait des années qu'on le pratique. Je vous donne un exemple. Le CICE, 100 milliards par an à peu près. Alors là, maintenant, c'est transformé en exonération. L'étude la plus favorable sur les études qui ont été faites sur le CICE conclut que ça a peut-être sauvé 100 000 emplois. Calculer 100 000 emplois à 100 milliards, ça fait très cher l'emploi, beaucoup plus que si l'État employait, par exemple, des fonctionnaires en plus ou des gens pour les écoles qui seraient nécessaires. Donc cette politique, c'est une illusion. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'au nom justement du néolibéralisme, de la compétitivité, etc., on baisse les dépenses publiques. Juste une question, permettez-moi une question. Quand bien même la France n'entrerait plus dans ce jeu de la concurrence, les autres le feraient. Cette concurrence se ferait sans nous. Mais attendez, laissez-moi juste terminer là-dessus. On baisse, etc. Et à la fin, on arrive à quelque chose où j'avais cru comprendre que le chef de l'État s'était rendu compte le 12 mars dans son allocution que c'était plus possible, c'est-à-dire un système où, par exemple, l'hôpital public se retrouve chaque année avec une baisse de dépenses publiques si on tient compte de l'augmentation naturelle des besoins de santé. Donc c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors on peut dire, il n'y a pas d'autre solution, c'est mondialisé. Je ne suis pas d'accord. Moi, ce que je pense, c'est que la France est encore la 6e puissance économique au monde et qu'à un moment donné, elle pourrait prendre des décisions et que ces décisions... Et être un moteur ? Être un moteur. C'est-à-dire que, par exemple, les pays du Sud, qui connaissent à peu près les mêmes problématiques que nous, regarderaient peut-être ce qu'on fait, plutôt que le fait de dire, de suivre, j'allais dire même sans, à certains moments, certaines mesures qui vont dans le bon sens, l'Allemagne, par exemple. Parce que l'Allemagne, là, vous me dites les 100 milliards. Les 100 milliards, le problème, c'est que dans les 100 milliards, Jean-Arthur, vous le savez, 150 même. Il y a des choses très différentes. Il y a des exonérations, je viens d'en parler. Ça participe. Il y a des prêts. Oui, d'accord, mais ce n'est pas 100 milliards mis sur la table. Les Allemands, ils ont mis un plan très important mis sur la table, d'accord ? Ils l'ont fait par rapport à leur économie, parce qu'en réalité, c'est eux qui décident de ce qui seront les déficits ou pas, et n'empêche, pour l'instant, leur économie redémarre plus vite que nous. Bon, c'est ça le problème, et je crois qu'il faut arrêter. Alors, je réponds juste à une chose, après je vous laisse la parole. Je suis d'accord avec vous sur les taxes carbone, sur en gros le protectionnisme. Nous, on appelle écologique. Il faut un protectionnisme intelligent. Mais si l'Europe ne fait pas, on fait quoi ? Si l'Europe continue pour l'instant, parce que l'Europe, il y a d'un côté vos discours qui sont très bien, Jean-Arthur, mais de l'autre côté, il y a les accords de libre-échange qu'on n'arrête pas de signer. Ils sont tout l'inverse de ça. Calmez ça.
Emmanuel Macron a pris des positions très claires sur le Mercosur. On ne peut pas d'un côté faire une convention citoyenne sur le climat, imposer aux entreprises européennes et françaises en particulier des normes extrêmement strictes, des normes sociales et environnementales, et laisser venir sur le marché des produits qui viennent de pays qui ne respectent aucune de ces normes. Si on veut avoir un impact sur le climat, il ne s'agit pas que la France soit exemplaire. C'est très bien qu'elle soit exemplaire. Mais si elle le fait toute seule, ça n'aura aucune conséquence sur le climat à l'échelon de la planète. Ça sera peut-être une exemplarité. Par conséquent, si nous voulons être vraiment à la hauteur de nos ambitions en matière climatique, c'est l'Europe qui nous le permet. Qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi, mais je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait si l'Europe ne le fait pas? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On va continuer à regarder en disant il y a plus. Mais Monsieur Coquerel, il va falloir qu'à un moment il y ait une vraie crise européenne. Peut-être qu'à un moment, le Parlement européen va se réveiller. Peut-être qu'à un moment, les citoyens européens vont se saisir de ces problèmes. Car un budget qui n'est que 1%, car ce qui s'est décidé cette nuit, ce n'est pas seulement les 750 milliards du plan de redressement, c'est aussi le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Dans lequel la PAC baisse. C'est-à-dire qu'on a contribué, on a accepté que la PAC baisse. Et vous savez quel est le pilier qui baisse le plus de 20%? C'est le pilier environnemental de la PAC. C'est-à-dire celui qui avantage notamment l'agriculture. On parlait de la PAC, politique agricole. Sur ce qui est de l'environnement, il a été prévu que 40% de ces dépenses devraient contribuer à la protection du climat et de l'environnement. Donc ceci est de nature à répondre à votre préoccupation. Je ne suis pas sûr, parce que moi ce que je constate, c'est que le deuxième pilier de la PAC baisse, et autre chose qui est effacée totalement, je vous le dis, du plan pluriannuel, c'est la baisse, alors je regarde le nom, parce que c'est un nom compliqué, Santé EU4S, c'est le programme de santé qui avait été prévu spécifiquement par rapport à la crise, et bien hop, il est évacué. Donc dans les concessions qu'a fait la France, il y a notamment le budget de la PAC, c'est la première fois que la France accepte le budget de la PAC. Et par exemple ce plan de santé, donc ça ne va pas dans le sens que l'Europe c'est le compromis. Et sur ce qui est des entreprises, je voudrais revenir un instant sur votre propos. Ne soyons pas chimériques. Encore une fois, essayons de sortir de nos approches quelque peu idéologiques. Prenez un pays comme le Danemark. Sous une majorité social-démocrate, c'était en 1987. Ils ont eu le courage de supprimer les charges sociales. Cotisation. Et d'augmenter un peu la TVA. Faites-moi plaisir, parlez de cotisation. Et ça a très bien marché. C'est du salaire différé. Et ça a très bien marché. Donc, Je me permets juste de vous interrompre une seconde. Si vous permettez, messieurs, je voudrais juste qu'on écoute un point de vue, puisqu'on a Jean Bizet qui nous attend en salle des conférences. Il est avec Fanny Conqui, en direct avec nous. Et il a un point de vue, évidemment, sur cet accord. Je voudrais qu'on écoute le président de la Commission des Affaires européennes au Sénat. Oui, Jean Bizet, vous êtes le président de la Commission des Affaires européennes au Sénat. On parle d'un accord historique. Qu'en pensez-vous, vous ? Historique, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est un accord, je dirais, de grande importance, parce que c'est la première fois que nous mettons, entre guillemets, le petit doigt dans une dose de fédéralisme budgétaire. Avoir une monnaie unique, avoir un marché unique, le premier marché, je dirais, au monde, il nous fallait une dose de fédéralisme budgétaire, c'est fait. Et puis, je trouve que articuler un plan de relance à hauteur de 750 milliards et un cadre financier à hauteur de 1074 milliards, ça fait pratiquement 2% du PIB européen consacré précisément aux actions de l'Union européenne. C'est un bon accord. On peut globalement. dire que c'est la fin du chacun pour soi. Dans le compromis, il y a eu des efforts de part et d'autre, si vous voulez. Ils étaient nécessaires vu l'ampleur de la crise. Ceci étant, si on veut être objectif, il faut reconnaître aussi que certaines politiques, je dirais, ont été victimes de cette décision, notamment celle qui prépare l'avenir au travers du budget en matière de recherche et de développement. Et je ne voudrais pas que la 5G, je ne voudrais pas que l'intelligence artificielle, je dirais, soit victime de cela. Donc à charge pour l'Europe qui a de grands talents en la matière, au travers du Fonds européen d'investissement stratégique et de la Banque européenne d'investissement, de trouver des crédits privés pour justement mettre en œuvre ces politiques. Alors certains critiquent les rabais accordés aux pays dits frugaux. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on remet en place un certain régime d'exception pour certains pays? Il était souhaitable, la Commission des affaires européennes du Sénat l'a dit, l'a écrit, à la fois à la présidente de la Commission et au président du Parlement européen, dans un dialogue politique, d'essayer, à la faveur du Brexit, d'en finir avec cette politique des rabais.
Et ça a été un des moyens de mettre les pays frugaux autour de la table et d'avoir un accord. Ce n'est pas normal, mais bon, ça fait partie, je dirais, des décisions qui étaient devenues au fil du temps, au bout de 4 jours, incontournables. Toute dernière question en un mot. Une des conditions pour avoir les aides, c'est l'état de droit. Est-ce que vous pensez que ce mécanisme peut être efficace? Ça vise notamment la Hongrie et la Pologne. 2 conditions, effectivement, le respect de l'état de droit et l'engagement des États bénéficiaires, la France en l'occurrence, du respect des réformes structurelles. En ce qui concerne l'état de droit, je dirais l'annexe concernant ce sujet est assez, excusez-moi du terme, un peu alambiqué. Seul élément positif, c'est que la décision, si un État ne respecte pas un certain nombre de règles en la matière, la décision au Conseil sera prise à la majorité qualifiée, non plus à l'unanimité. Ça, c'est une grande avancée. Merci Jean Bizet d'avoir répondu à nos questions ce soir. Fanny, un Jean Bizet très mesuré et qui craint des crédits pour la recherche et le développement lésés, qui a des termes assez forts là aussi, hein, Éric Coquerel. Oui, il est réaliste, il a lu le texte. Moi j'ai parlé tout à l'heure de la PAC, j'ai parlé y compris de mesures environnementales. Recherche et développement aussi. Globalement, ce qui n'a pas été fait, parce que c'est aussi important. Nous, on avait une solution qu'on proposait et que proposent aujourd'hui même des économistes libéraux, je pense notamment à Alain Minc, etc., qui est la transformation de la dette créée par le Covid en dette perpétuelle avec des taux d'intérêt. Mais voilà, justement, mais attendez, c'est intéressant, parce que vous avez raison, en réalité, la dette actuelle, le stock, on ne paye que les taux d'intérêt, le stock lui-même, on ne le paye pas. Pourquoi nous dit-on qu'à ce point-là, donc je suis d'accord, je suis content de ce que Jean Arthuis dit, c'est déjà le cas. L'autre fois, j'étais avec Éric Woerth qui explique qu'en réalité, on ne le paye pas. Or, ce sont les mêmes, peut-être pas Jean Arthuis, mais Éric Woerth, ou le gouvernement qui, en général, nous font le chantage à la dette, dire « Oh, mais vous vous rendez compte, vous endettez les générations à venir ». On nous dit maintenant que le stock, on ne le remboursera pas. À quoi ça sert? Ça sert justement, au nom de la dette, à faire en sorte d'imposer des politiques d'austérité au peuple européen, des politiques de structure, ce que Jean Arthuis appelle de ses voeux, c'est-à-dire on baisse par exemple les cotisations sociales. Je rappelle que si on baisse les cotisations sociales, à un moment donné, on ne va pas pouvoir être pour des plans hôpitaux publics, parce que c'est quand même là-dessus que c'est assis, etc., pour ce qui a servi de matelas social à la France. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que cet argent devrait faire ce que font d'autres banques centrales européennes, c'est-à-dire on le transforme en dette perpétuelle, et comme ça ne pèse pas comme une camisole, comme une contrainte, un chantage sur les peuples européens. Et à partir de là, on redémarre. On pourrait même envisager un autre grand plan d'investissement, et là suffisant, sur la transition écologique. Là, l'Europe marquerait des points. Mais là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est pas ça. La messe n'est pas complètement dite, parce qu'il faut que ça passe devant le Parlement. Et le Parlement pourrait, pour une fois, parce que pendant 40 ans, on a eu un duopole entre les sociodémocrates et les conservateurs. Ce duopole n'est plus à lui seul majoritaire. Il était très soumis au Conseil, ce duopole. Peut-être que le Parlement va être animé d'un sursaut pour contester certaines... Ça devient un conte de fées, là. On a presque le sentiment que vous le souhaitez, Jean Arthuis. À la fin de cette émission, vous nous direz qu'il n'est pas du tout historique. Il faut faire très attention, parce que... je l'aurais convaincu. Dans le cadre financier pluriannuel, il y a eu certainement des coupes. J'espère que sur certains points, par exemple sur Erasmus, on va rétablir des crédits. Et que la copie qui est sortie de ce sommet n'est pas la copie définitive. Il faut passer devant le Parlement. Sinon, l'Europe ne serait qu'une illusion démocratique. C'est-à-dire que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent de temps en temps, font un sommet, bouclent tout, et puis après, il n'y aurait plus rien à dire. Je crois que c'est assez la réalité. Alors, ça a souvent été ça. Mais peut-être qu'il faut que ça change. Et peut-être que si le Parlement résiste un peu, et je ne dis pas se rebelle, mais proteste, peut-être qu'à ce moment-là, l'opinion publique va commencer à s'intéresser. Il ne faut pas qu'on reste dans l'entre-soi, voyez-vous. Ça, je suis d'accord. Et moi, je fonde beaucoup d'espoir sur la construction européenne. Parce que je pense qu'à l'heure de la mondialisation, une partie de nos souverainetés nationales, M. Coquerel, nous n'avons plus les moyens de les exercer. De quel poids est la souveraineté française, même si le gouvernement était aux mains de la France insoumise? De quel poids pèserait la France par rapport aux géants du numérique? Du poids qui est la sienne, par exemple, le pays qui a la deuxième surface maritime au monde, un pays qui est sixième puissance économique. Non, mais un pays, attendez, laissez-moi vous dire, mais par exemple, nous, ce que nous ferions, nous refuserions, par exemple, au nom de la souveraineté sanitaire,
que comme ça continue à se faire, contrairement à ce que dit M. Macron, des entreprises qui produisent des choses absolument indispensables soient délocalisées. Voilà. On ne supporterait pas l'idée, par exemple, que Nokia annonce des suppressions d'emplois sous couvert du Covid-19, alors même qu'on sait que c'est un plan de restructuration depuis 2018. Nokia, à qui on avait cédé Alcatel, dont je vous rappelle qui avait les brevets sur les Monsieur Coquerel, on a financé les 35 heures à l'hôpital et dans le système de santé en délocalisant les médicaments en Chine et en Inde. C'est pas ça le problème. On a décidé tout d'un coup qu'on appliquait des recettes d'austérité à l'hôpital. Bon. C'est ça le problème. Mettons-nous d'accord. Je pense que là où nous ne sommes pas d'accord, mais par contre, je crois qu'on a des idéaux qu'on pourrait partager sur. Voilà, où nous ne sommes pas d'accord, c'est que je crois qu'il faut arrêter avec ces politiques néolibérales qui pensent qu'en réalité, au nom de la compétitivité, vous baissez au fur et à mesure tous les moyens qui permettent de payer les mécanismes sociaux, les mécanismes de solidarité, et qui a quand même construit, j'allais dire, un certain équilibre et une certaine vision de la République en France qui me satisfait, qui est en train de s'effriter. L'Europe avait été pleine de naïveté dans ses accords de libre-échange. On avait fini par vendre l'Europe aux consommateurs, vous le consommerez à moins cher. Mais c'est comme ça qu'on a mis en difficulté les producteurs. Donc l'urgence, c'est de réconcilier les producteurs et les consommateurs. C'est là qu'on créera de l'emploi. Parce que Jean Arthuis considère qu'un pas a été franchi avec cet accord. Et que l'Europe se protège. Et on s'arrêtera là. La France, c'est un pas en arrière. Merci infiniment à tous les deux d'avoir échangé sur ce plateau, d'avoir participé à ce match des idées. LPL continue avec notre grand débat. On va s'arrêter sur l'adoption définitive d'une proposition de loi pour mieux protéger les victimes des violences conjugales. Le vote solennel a eu lieu au Sénat tout à l'heure. Le texte suit le Grenelle qui avait été piloté par Marlène Schiappa. On va se pencher sur son contenu, sur ses avancées, mais aussi sur les réserves émises par certains, notamment sur l'exception au secret médical. Avant cela, le détail du texte avec Jérôme Rabier. 6 mois après la fin du Grenelle des violences conjugales, c'est enfin l'aboutissement législatif d'une proposition de loi protégeant davantage les victimes de violences, mais aussi les enfants. Et c'est à l'unanimité que le Sénat a adopté ce texte qui renforce notamment les sanctions pour les auteurs de violences conjugales. Si l'auteur des faits harcèle sa victime pour la pousser au suicide, il encourra jusqu'à 10 ans de prison supplémentaire. La suspension du droit de garde des enfants et de visite sera aussi possible, même si les enfants ne sont pas victimes des violences. Les conjoints violents condamnés ne pourront plus réclamer le soutien financier de leurs enfants, ni toucher d'héritage. Les sénateurs avaient aussi voulu profiter de ce texte pour protéger les enfants, une mesure qui a été conservée comme s'en réjouit la rapporteure du texte au Sénat. Mais l'apport du Sénat, véritablement novateur, c'est le contrôle de l'accès des sites pornographiques réservés aux majeurs, qui en fait est consulté par les mineurs sans aucun contrôle. Il faudra ainsi prouver sa majorité pour accéder à un site internet pornographique. Reste à en définir les modalités pratiques. De tous côtés de l'hémicycle, le texte a donc été salué pour ses avancées. Il a aussi été l'occasion pour de nouveaux ministres d'affirmer leur engagement sur le sujet. L'homme que je suis et le ministre que je viens de devenir sont fiers d'apporter un plein et entier soutien à une proposition de loi qui me tient tout particulièrement à cœur, celle relative à la protection des victimes de violences conjugales. Le garde des Sceaux, accusé par certaines militantes féministes de ne pas soutenir la cause des femmes, a promis qu'il s'engagerait sur le sujet, comme sa collègue Elisabeth Moreno, en charge de l'égalité femmes-hommes, qui a repris les attributions de Marlène Schiappa sur le dossier. Le président de la commission. Allons plus loin donc sur ce plateau avec nous ce soir pour le grand débat d'ALPL. Marta Tsidrack, bienvenue. Vous êtes sénatrice LR des Yvelines, secrétaire de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Gaëlle Le Bohec, bienvenue. Vous êtes députée La République En Marche d'Ille-et-Vilaine, vice-président de la délégation aux droits des femmes. Muriel Cabaret est également avec nous, bienvenue. Vous êtes sénatrice socialiste de la Sarthe, membre de la commission des affaires sociales. Vous avez récemment interpellé le Premier ministre dans l'hémicycle au sujet de la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Vous avez parlé, je cite, d'une erreur éthique et politique, d'une violence symbolique inouïe. On y reviendra, pas tout de suite, on va d'abord rester sur ce texte, mais on viendra évidemment sur ce sujet. Enfin, Yael Melloul est avec nous à distance, bienvenue. Vous êtes avocate spécialisée dans les violences conjugales, vous avez copiloté pour le Grenelle des violences faites aux femmes le groupe de travail violences psychologiques et emprise. Merci infiniment à tous les quatre d'être avec nous. Parlons d'abord de ce texte voté au Sénat tout à l'heure et donc adopté. Un texte qui va assez loin, qui ne va pas assez loin. Vous avez des réserves, Marta
Marta Tidrak, on a entendu Éric Dupond-Moretti se dire fier de ce texte. Vous l'êtes aussi? Alors, fier, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je pense qu'on peut se féliciter aujourd'hui, puisque la CMP déjà a été conclusive et que en fait, nous l'avons votée tous ensemble. Et ça, je crois que c'est quand même un beau message qui a été envoyé. Mon seul regret, c'est que c'est un texte qui vient après d'autres textes. C'est-à-dire que cela d'ailleurs a été souligné par certains de mes collègues, tous bords politiques d'ailleurs, disant qu'il eût fallu sans doute que dès le début, en réalité du mandat du président Macron, la cause des femmes a été annoncée comme quelque chose de prioritaire dans ce quinquennat. J'y croyais. Je faisais partie de ceux qui y croyaient. Or, aujourd'hui, je trouve que c'est bien. On avance, on ne va pas, pardon de le dire trivialement, cracher dans la soupe, mais je crois que le combat doit continuer. On ne peut pas se contenter aujourd'hui simplement d'une succession de textes. Gaëlle Le Bohec, c'est vrai que j'imagine que vous pensez à la loi Pradier qui a été adoptée à la fin de l'année 2019. C'est vrai que c'est le deuxième texte et qu'il y en a encore un troisième dans les tuyaux. Qu'est-ce que cette loi apporte de plus et pourquoi, effectivement, ça n'a pas été simplifié et harmonisé dans une grande loi? Alors, 2 commentaires rapides. Déjà, vous oubliez une des premières lois, la première année, sur les violences sexistes et sexuelles. Donc, il n'y a pas eu, c'est pas juste ça arrive au bout de 3 ans, on a l'impression que c'est la première chose. Non, c'est la multiplication des petites lois. Il y en a eu 3 en 3 ans. Donc, c'est important d'avancer et de mettre le sujet et de ne pas oublier le sujet et de continuer. Moi, j'ai un seul commentaire sur la question de cette loi-là, qu'est-ce qu'elle apporte. Moi, le Grenelle, sur le territoire breton, il a été amené de mémoire le 18 octobre, il y a eu un Grenelle organisé localement par 2 femmes victimes de violences conjugales. Et de fil en aiguille jusqu'au débrief à l'Assemblée au mois de janvier, elle ne croyait pas un jour que l'emprise et que la violence psychologique allait être prise dans la loi. D'accord ? Donc ça, si on dit c'est une petite avancée, pour moi c'est une avancée énorme. Ces 2 victimes-là, l'une, je m'en souviendrai très bien, elle pleurait quand je lui ai dit ça va être dans la loi. Donc à un moment donné, ce phénomène d'emprise, c'est une avancée énorme. Et il faut savoir le dire, il faut savoir le reconnaître. Alors, on peut se dire c'est pas grand-chose, on peut aller toujours plus loin, peut-être on peut aller plus loin, et j'espère qu'il y aura encore des avancées dans les années qui viennent. Mais rien que cette partie-là, il y a d'autres choses dans la loi en plus. Mais moi, cette partie-là, ça marque, et je l'ai à cœur, et je pense aux violences. Est-ce que sur ce point, vous pouvez répondre sur pourquoi il y a eu la loi Pradier à l'Assemblée, un député LR adopté fin 2019. Pourquoi encore d'autres lois? Pourquoi pas une grande loi? C'est ma première question. Parce qu'on peut toujours dire il n'y a pas de loi cadre, ou il faudrait... Moi, je pense que c'est un cheminement, et je pense que le cheminement du Grenelle, il a été très important pour beaucoup de monde, pour en discuter, pour avoir des remontées, pour aussi être capable de mailler territorialement. Il y a eu une vingtaine de déclinaisons locales du Grenelle, parce qu'il faut savoir prendre en compte les violences conjugales en milieu rural, qui ne sont pas les mêmes qu'en ville, qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres territoires périurbains, qu'en fonction des populations, qu'en fonction de l'accès, à certaines... soit association, soit gendarmerie, soit personnes formées. C'est une montée en puissance et il y a une question aussi de formation des personnels, de gendarmerie ou de police. Et tout ça, ça monte en puissance et tant mieux. Et j'espère qu'il y aura d'autres lois dans les années à venir. Une montée en puissance au travers des textes parce qu'une société avance pas à pas. Muriel Cabaret, c'est un argument qui vous parle ? Non, moi je trouve que cette loi, c'est une réponse partielle au problème des violences sexuelles des violences faites aux femmes. Il n'y a pas que le problème juridique ou le problème qui sont évoqués là, de nouveaux droits pour les enfants. Il y a aussi la prévention et il y a aussi l'accompagnement. Donc cette loi en particulier ne répond pas à ces deux problématiques. Yael Melloul, qu'en pensez-vous pour terminer ce tour de table sur votre avis général sur cette loi? On a parlé de l'emprise psychologique notamment. Est-ce que ça vous semble possible de le prouver? Est-ce que cette loi va faire avancer les choses de ce point de vue-là? Alors moi déjà, je voudrais avant tout dire que pour moi, cette loi, c'est une avancée absolument historique dans la lutte contre les violences conjugales. Je suis assez sidérée d'entendre ce genre de commentaires où on a l'air de ne pas être réjoui du tout de ce qui se passe. Et je trouve que c'est quelque part un peu honteux par rapport aux victimes en réalité, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas bien compris ce qu'il y avait dans cette loi. Dans cette loi, pour la première fois, et même en Europe, on intègre dans le code pénal l'emprise et le suicide forcé. C'est-à-dire que l'emprise, c'est ce qui est la racine du mal. Sans cette emprise, sans les violences psychologiques, il n'y a pas de violence conjugale qui est possible. Donc le fait qu'on le reconnaisse dans le code pénal, le fait qu'on reconnaisse dans le code pénal que le harcèlement moral tue lui aussi, c'est une avancée qui est absolument spectaculaire et je le répète, historique. Et j'aimerais qu'on laisse pour une fois de côté toutes les querelles politiciennes, tous les litiges, tous les égos et qu'on se réjouisse
juste pour une fois, parce que les occasions sont rares. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le combat. Et j'ai attendu 10 ans. Ça fait 10 ans que je me bats pour que cela soit intégré dans le code pénal. Donc j'aimerais que, pour une fois, il y ait un consensus, il y a eu un vote à l'unanimité dans toutes les chambres. Il y a eu un vote à l'unanimité aujourd'hui au Sénat. Tout le monde a salué cette loi, tout le monde. Peut-être, je vais laisser répondre Marta Tsidrack vous répondre peut-être sur ce point. Y compris les sénatrices qui ont hurlé quand elles ont appris la nomination de Dupond-Moretti et de Darmanin, d'accord? À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des priorités. Marta Tsidrack. Alors moi, je suis un peu étonnée de la réaction de Madame Yellul, parce que je me suis réjouie. Mes propos liminaires étaient de dire que j'étais parfaitement heureuse et contente que nous ayons tous voté ce texte. Le sujet n'est pas du tout là. Mais vous me posiez la question, est-ce que c'était suffisant? Je dis simplement, et je rappelle des faits qui sont parfaitement connus, c'est que depuis 3 ans, nous avons presque tous les ans, à raison d'un texte par an, un texte qui va dans le bon sens. Je n'ai jamais dit le contraire. Et la question simplement que je pose, c'est de dire pourquoi n'avons-nous pas posé l'ensemble de toutes ces choses-là à la délégation aux droits des femmes à laquelle j'appartiens ici dans cette maison. Nous avions déjà interpellé à plusieurs reprises Madame Marlène Schiappa, à l'époque donc ministre en charge de ces sujets. Donc il n'y a absolument aucune ambiguïté dans notre esprit. Alors, je vais vous laisser répondre. On est tous très contents de cette loi, Madame Yellul. Mais écoutez ce que l'on vous dit. Mais on va avancer, je vais vous laisser répondre, Yael Meloul, il n'y a aucun problème. Il y a juste un autre point qui fait particulièrement débat, et il est important, c'est la question du secret médical. Le texte autorise le médecin ou tout autre professionnel de santé à déroger au secret professionnel lorsqu'il estime en conscience que les violences mettent la vie de la victime en danger immédiat et qu'il y a situation d'emprise. Ce qui a provoqué une très vive réaction d'Anne-Marie Curat, Yael Meloul, présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. Elle signe une tribune au Monde et elle nous dit « Lever le secret médical en cas de violence conjugale sans accord de la patiente, c'est rompre le lien de confiance et ne pas respecter le choix des femmes, c'est considérer la femme comme incapable et positionner le soignant en sauveur. » Je vais évidemment vous demander ce que vous en pensez. On va d'abord passer en salle des conférences du Sénat, puisque Fanny Conquier est avec René-Paul Savary, qui est sénateur LR de la Marne et qui est aussi médecin de formation. Oui, nous sommes avec René-Paul Savary. Vous êtes médecin de profession. Est-ce que vous y êtes favorable à cette levée du secret médical en cas de danger immédiat et dans une situation d'emprise? Est-ce que vous y êtes favorable en tant que médecin? Écoutez, c'est toujours une question très personnelle. Et il n'empêche que c'est l'intime conviction face à certains événements qui fait que le médecin doit réagir, avoir un comportement civique en plus de son comportement professionnel. Mais je crois que ce qui avant tout doit caractériser l'action du médecin, c'est l'action vis-à-vis de la personne humaine, le ressenti. C'est-à-dire qu'on ressent, la perception que l'on a d'une femme que l'on suspecte de subir des violences conjugales. Parce qu'elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas. Mais à force de constater certains éléments, si on connaît un peu le contexte dans lequel on peut constater un certain nombre de choses, ben c'est là qu'on doit prendre la décision. On déclare à qui, on le fait pas, on en parle avec ou sans son consentement. La loi ne peut pas tout régler. Il faut véritablement faire appel au sens humain des médecins et ils savent. Comment définir, comment estimer qu'une femme est sous emprise ou pas? Très compliqué, très compliqué. Et ça, c'est une limite. Ah oui, il y a forcément une limite. Elle n'avoue pas vrai, pas forcément. Et d'autre part, il faut remettre ça dans le contexte familial. S'il y a des enfants, pas des enfants, si on connaît la situation, s'il y a des motifs, pas de motifs, etc. Mais dès l'instant où on se forge par le ressenti une idée qu'on a véritablement l'impression qu'il se passe quelque chose qui peut être grave, eh ben, il ne faut pas avoir peur de prendre ses responsabilités. Mais est-ce que ça ne peut pas rompre la confiance avec la patiente, la confiance qui s'instaure avec la patiente? Éventuellement. Mais si la patiente, vous la mettez en danger parce que vous ne déclarez pas, il y a aussi un souci. Donc c'est pour ça que la perception est tout à fait importante et il faut savoir prendre le risque éventuellement de rupture de la confiance dans des cas très particuliers, exceptionnels, parce que c'est quelqu'un qu'il faut prendre en main et il ne faut surtout pas passer à côté de cela. Merci René-Paul Savary d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup Fanny Muriel-Cabaret. Vous êtes d'accord avec cela? Il faut prendre le risque d'une rupture de confiance entre le médecin et son patient. Une exception au secret médical, ça vous gêne? Moi, je comprends que les médecins soient effectivement très... se posent des questions sur cette rupture de confiance, mais d'un autre côté, il y a aussi une obligation de secourir. Donc, est-ce qu'on peut laisser en conscience une femme en sachant qu'effectivement, il lui arrive et qu'elle vit une situation dangereuse pour sa vie et même pour celle de ses enfants? Donc moi je comprends qu'il y ait aussi ce problème. Donc c'est un point conscience. qui finalement fait relativement l'unanimité, Gaël Le Bollec. Déjà, bien expliqué, parce qu'on parle vite de levée du secret médical comme si c'était... On a parlé de levée partielle et d'exception au secret médical. Donc, voilà. On a bien détaillé les choses. Très précis, oui, mais on a entendu aussi le mot levée du secret médical. Il n'y a pas de levée du secret médical, il y a un aménagement dans des conditions bien précises. Et le médecin sénateur a bien rappelé justement la complexité de la situation. Point 1. 2. On parle d'une potentielle rupture de confiance, on l'a expliqué. C'est clair, le médecin, et moi j'en ai discuté, les victimes, je vous parlais du Grenelle, les victimes sont allées voir des médecins pour expliquer un peu les situations. On parle de risque de rupture face à un risque de continuité de violences conjugales qui peuvent aller jusqu'à la mort, quand même. Enfin, faut pas oublier la situation. Et encore une fois, moi, le seul guide dans ces Grenelles, c'est les victimes qui ont mené ces Grenelles-là. Et elles vous disent, ça aurait pu, entre guillemets, me sauver, ou plutôt me sortir d'un engrenage et d'une emprise. Voilà. Même Donc, sans leur consentement. C'est-à-dire, si le médecin avait pris l'initiative d'un signalement dans à la une des justice... situations, on m'a dit oui. Parce que vous êtes sous emprise. C'est pour ça que la finesse, on ne peut pas dire oui, non, c'est pas noir-blanc. Vous avez vu, le médecin a très bien expliqué, le médecin sénateur, voilà. Mais qui puisse, pour protéger aussi les médecins, que cet aménagement partiel soit clair pour eux aussi, et pour se dire, voilà, j'ai pas de risque à vouloir protéger une femme dont je soupçonne de façon assez forte qu'elle est victime de violence. Yael Melloul, vous avez entendu ce que dit cette sage-femme que je citais tout à l'heure dans une tribune au Monde, qui tire la sonnette d'alarme en disant attention, ces femmes-là, ces patientes-là nous font confiance. Si elles savent qu'on peut aller faire un signalement à la justice, elles ne nous feront plus confiance. Oui, et dans le même temps, il me semble que l'Ordre national des médecins a soutenu cette mesure. Ça me semble tellement évident que les médecins sont les premiers concernés souvent à recueillir les confidences des femmes victimes ou à prendre conscience eux-mêmes qu'ils ont en face des femmes victimes de violences. Il suffit qu'ils aient une femme qui a perdu l'appétit, qui est anorexique, qui a besoin d'anxiolytiques, qui tombe en dépression nerveuse. Il y a plein de signes révélateurs d'une situation d'emprise pour une femme. Alors qu'est-ce qu'il va faire le médecin? Il va la laisser dans cette situation où il va tenter de la sauver. Quand une femme est sous emprise, elle a une altération de ses capacités de discernement et de jugement. Oui, elle peut être paralysée. Oui, elle peut ne pas pouvoir agir, ni même ne plus pouvoir réfléchir. Et quelque part, ce médecin va venir lui porter secours. Et souvent, les femmes, elles en arrivent à des extrémités absolument dramatiques parce que personne ne leur a tendu la main. Là, quelque part, le médecin leur tend la main. Malgré elles, parfois. Mais parfois, il faut ça pour les sauver. De la même manière que, je ne sais pas, moi, si quelqu'un dans un immeuble entend une femme hurler parce qu'elle se fait taper par son conjoint, ils vont appeler les policiers. C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut les aider, ces femmes. Quand bien même ce ne sont pas elles qui font la démarche. C'est un acte citoyen, solidaire, quelque part. Voilà, c'est ça. Oui, alors moi, par moment, je suis même étonnée qu'on puisse se poser encore cette question-là. Il faut penser à la victime. À la victime, on ne se pose pas la question d'ailleurs lorsqu'il s'agit d'un enfant. Parce qu'à la limite, le débat pourrait être le même. Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agirait d'une femme, on devrait pouvoir se poser la question, faut-il, ne faut-il pas? Moi, je comprends parfaitement les questions que certains médecins peuvent avoir. C'est légitime, ou les infirmières, enfin, tout ce qui est corps médical, qui seront confrontés effectivement à ce type de personnes qui viendraient les voir. Mais je crois que ce débat-là, laissons vraiment faire les médecins. Moi, je leur fais confiance. Simplement, là, on leur donne la possibilité, me semble-t-il, de pouvoir le faire. Puisque jusque-là, à l'inverse, lorsqu'ils le faisaient, on pouvait leur reprocher de retourner contre eux. Bien sûr, puisque par définition, ils n'avaient pas l'assise législative pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, nous leur donnons cette possibilité-là, et je crois que de ce point de vue, il ne faut pas se poser trop de questions. C'est très bien, et je pense que ça va dans le bon sens, en ayant évidemment en tête cette difficulté de pratique sur le terrain. Je ne suis pas médecin, donc je comprends parfaitement que certains puissent par moments être confrontés à... Ou avoir envie en pratique de demander l'autorisation, d'en parler à la patiente le moment venu. Mais pensons aux victimes.
pensant aux victimes pour que justement nous puissions être aussi dissuasifs dans notre façon de le faire. Alors ce texte intervient à un moment où ce nouveau gouvernement, et j'en parlais en début d'émission en vous présentant tout à l'heure, est pointé pour un éventuel problème de crédibilité sur la question des violences faites aux femmes. Alors c'est un sujet qui fâche, je vais évidemment prendre des gants pour en parler, mais Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, est notamment montré du doigt pour des positions sur le mouvement MeToo, qu'il aurait très largement critiqué. Il sera d'ailleurs auditionné demain au Sénat, Éric Dupond-Moretti. Mais déjà, hier, à l'Assemblée nationale, il a eu un propos qui a fait réagir. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir ensuite. Simplement, moi, j'estime qu'un type qui coince une femme dans un couloir, il se tient mal et ça n'est pas un violeur. Donc, ne soyons pas dans l'excès. Gaël Le Bohec, ce sont des propos qui ont fait réagir, et notamment Aurélien Pradier, qui est l'auteur de cette autre loi sur les violences faites aux femmes adoptée fin 2019. Un type qui coince une femme dans un couloir, il se tient mal, mais ce n'est pas un violeur. Alors évidemment, factuellement, c'est vrai. Est-ce que ce sont tout de même des propos tout à fait adaptés à ce moment que nous vivons en ce moment ? C'est important, ça aurait été intéressant que vous mettiez aussi la partie où il répond à Aurélien Pradier sur le fait qu'il préfère une tribune à lui envoyer un courrier et à discuter avec le ministre. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'en tienne quand même aux faits et qu'on discute des faits. Voilà. Ce que dit le ministre, c'est tout juste factuellement une réalité. Donc arrêtons de surinterpréter, d'essayer de chercher des problématiques là où il n'y en a pas. Ce que dit Dupond-Moretti, la gradation de la peine, il y a des situations... Enfin voilà, quelqu'un qui agit comme ça a été nommé n'est pas un violeur. Enfin, qui peut dire ? Enfin, tout le monde doit être capable de dire ça. Voilà, pour moi, je trouve pas ça choquant. Et Aurélien Pradier lui répond, oui, mais c'est un agresseur. Eh ben oui, il aurait peut-être, s'il avait posé la question au ministre, est-ce que vous pensez que c'est un agresseur ou pas ? Le ministre aurait probablement répondu, je ne vais pas répondre à sa place, mais moi je vous dis oui, c'est un agresseur. Voilà. Donc on s'en tient aux faits. On ne se pose pas la question de la symbolique de la parole d'un ministre. C'est pas une question de symbolique. Il vous explique une situation et il vous donne des faits. Muriel Cabaret, ça vous choque les propos et en général, évidemment, puisque ce ne sont pas les premiers propos qui choquent de la part d'Éric Dupond-Moretti. Est-ce que globalement, c'est un garde des Sceaux qui vous cause du trouble sur le plan des violences faites aux femmes ? Ce qui est étonnant, c'est que ce qu'il vient de dire justement, quelqu'un qui bloque une femme dans un couloir, c'est pas un violeur. Le problème, il n'est pas là, parce que tout dépend de l'évolution de la situation, peu importe. De toute façon, c'est une agression, et c'est une agression sexuelle. Je crois qu'il faut vraiment dire les mots qui s'imposent. Donc c'est bizarre qu'il évoque ce cas-là en ayant l'air de dire que il y a des choses qui sont graves et d'autres qui sont moins graves et d'autres qui effectivement vont jusqu'à. Vous voulez dire qu'il établit une hiérarchie qui n'a pas lieu d'être, qu'après tout, coincer une femme dans un couloir, c'est déjà quelque chose qu'on doit absolument condamner ? Il me semble, oui, parce que les femmes ont le droit d'aller dans un couloir sans être agressées par un homme. Enfin, je crois. Après... on peut se poser des questions. Yael Melloul. Écoutez, moi, je préfère retenir ce qui s'est passé aujourd'hui au Sénat. Moi, c'est le ministre de la Justice que j'ai vu au Sénat cet après-midi apporter un soutien plein et entier à cette loi et à garantir qu'il allait œuvrer pour continuer le travail du Grenelle. Donc, écoutez, j'ai envie de le prendre au mot, parce qu'il faut effectivement qu'on continue à travailler ensemble. C'est pas terminé. Il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Non, je pense que c'est le droit des femmes et la lutte contre les violences conjugales pour notre ministre de la Justice. C'est peut-être aussi un combat qui est nouveau pour lui, de ce côté-ci, on va dire. Donc, il va peut-être falloir l'aider. Dans ce que vous dites, Yael Melloul, j'entends que vous êtes un tout petit peu choquée par ces propos, alors. Non, je suis pas. Enfin, il est provocateur. Je suis pas particulièrement choquée. Non, il m'en faut beaucoup plus pour être choquée, franchement. Et puis, concrètement et factuellement, il joue sur ça. C'est vrai. Il a raison. Voilà, c'est pas un viol. Voilà, ce n'est pas un viol. Je ne minimise pas que personne vienne me faire des leçons de féminisme. Je ne minimise pas le fait que ce soit grave de bloquer une femme dans un couloir. Mais oui, il y a une hiérarchie d'infractions.
Oui, un féminicide, ce n'est pas bloquer une femme dans un couloir. Oui, il y a une hiérarchie et ce n'est pas grave de le dire. Moi, vraiment, je ne vais pas m'arrêter à toutes les petites phrases que va faire notre ministre de la Justice parce qu'il y en aura d'autres, il va le faire. C'est son mode de fonctionnement. Moi, franchement, je passe complètement au-dessus. Moi, ce que je veux, c'est des actes. Et j'en ai eu cet après-midi. Regardez, il y a eu un vote à l'unanimité. Voilà. Écoutez les mots. Voilà. Marta Tsibrak. Voilà. Que M. Dupond-Moretti est aujourd'hui ministre. Quand on est ministre, on se doit quand même à faire attention à la parole que l'on porte. Cette parole doit être universelle et doit parler aux hommes et aux femmes. Moi, en tant que femme, si demain je me retrouvais dans un couloir avec un homme qui ne chercherait pas à me violer, mais qui m'agresserait me coince tel que cela a été décrit, mais écoutez, je suis désolée, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, que je ne peux pas tolérer. Je me sentirais agressée et j'aurais envie de le partager. Et j'aurais envie de dire, cet homme m'a agressée. Et en toute bonne foi. Donc, je dis, faisons attention. J'entends ce qu'on dit, c'est-à-dire, ne mélangeons pas ce qui est de l'ordre du fond et du législatif. Nous sommes législateurs, faisons attention à notre parole. Et de ce qui est de la prévention, de l'information, de la communication. Monsieur Dupond-Moretti, je le rappelle, est aujourd'hui un homme public. Il a une parole publique et on sait bien qu'aujourd'hui, si vous allez poser la question à n'importe quel de nos citoyens, qu'avez-vous retenu des paroles de Monsieur Dupond-Moretti, je pense que très peu vous parleront du texte de loi dont on se réjouit aujourd'hui. Beaucoup vous parleront, il suffit d'aller sur les réseaux, de ces petites phrases. Donc faisons attention dans ces maladresses. Je ne suis pas en train de porter accusation. Moi aussi, je pense qu'il faut lui laisser le temps, mais en revanche, il ne faut pas le laisser passer. Et je pense qu'il faut l'alerter en lui disant « Vous êtes garde des Sceaux, faites attention à ce que vous dites, parce que ce que vous dites est important. » Et dans certains quartiers, mais des jeunes, en plus, M. Dupond-Moretti a une certaine aura. Et à cela, justement, à cause de cela, j'ai envie de dire, il faut qu'il fasse encore plus attention que n'importe qui. Alors, il y a Éric Dupond-Moretti, puis il y a le cas de Gérald Darmanin. Il nous reste quelques minutes pour en parler. Nouveau ministre de l'Intérieur, accusé de viol. Muriel Cabaret, je le disais, vous avez vivement réagi dans l'hémicycle du Sénat sur cette nomination, parlant, je vous recite, d'une erreur éthique et politique, d'une violence symbolique inouïe. La sénatrice et ancienne ministre Laurence Rossignol a également réagi. Ces deux nominations sont, dit-elle, une formidable claque qu'Emmanuel Macron lance au visage de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés contre les violences sexuelles et sexistes. J'ai envie de vous laisser répondre à cela, Gaël Le Bouec. Moi, franchement, je suis choqué qu'on ait la discussion d'autant de temps sur si peu de choses. Pourquoi je vous dis ça ? C'est-à-dire que moi, j'aimerais qu'on parle des femmes victimes de violences conjugales. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui reste à faire ? Parce qu'il reste encore beaucoup de choses. Elles ne se sentent pas insultées, les femmes victimes de violences conjugales, par ces nominations ? Celles que j'ai rencontrées, non. Ça leur pose aucun problème. Je veux dire, laissons... On parle d'elle quand on parle de ça. Je comprends que les oppositions s'opposent, même dès qu'il y a une nomination, on doit s'opposer. Attendez. Non, mais c'est pas une nomination comme les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'on apporte ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que projette le ministre de la Justice ou Gérald Darmanin ? Mais laissons-les agir. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est ça le plus important pour moi. Donc les femmes que vous avez rencontrées ne sont pas du tout choquées par cette nomination. On disait tout à l'heure, il faut faire attention à ce qu'on dit, attention les mots, ainsi de suite. Mais on entretient cette mot de petite phrase parce que... les réseaux sociaux le font à notre place, avant nous. Non, mais nous aussi. En parler autant de temps, on le fait aussi. Beaucoup se passe sur les réseaux sociaux. J'ai écouté une plus grande partie que ça de l'audition du Dupond-Moretti. Il y avait beaucoup d'autres choses. Donc c'est nous tous, collectivement, qui souhaitons renchaîner juste là-dessus. Il y a plein d'autres choses bien plus importantes que ça. D'accord, donc il n'y a pas que ça, c'est votre argument. Yael Melloul, c'est aussi votre argument. Ne faisons pas attention à ces petites choses, ce ne sont pas des actes, voyons surtout les actes. Non, c'est pas du tout mon argument. Très clairement... Alors, il nous reste une minute, je vais vous demander d'être concise, pardonnez-moi. Alors, d'un point de vue éthique, moral et par rapport au devoir d'exemplarité, oui, évidemment, c'est extrêmement choquant. Ça, c'est une évidence. En revanche, moi, jamais, ça n'entachera l'opinion que je peux avoir sur Marlène Schiappa. Parce que ça a été la seule en 10 ans de combat qui m'a ouvert la porte pour avoir ce groupe de travail et qui a permis que le suicide forcé rentre dans le code pénal. Donc, si vous voulez, moi, pour moi, Marlène Schiappa, elle l'a dit elle-même, elle n'a pas de leçon de féminisme à recevoir de personne parce que, pour le coup, ces actes parlent pour elle et ont parlé pour elle. Donc je déteste l'idée que ce qui se passe autour de Darmanin puisse, et à ce point... Éclipser le reste, ouais. Muriel Cabaret, en quelques secondes pour répondre.
Le problème, c'était pas la présomption d'innocence, bien sûr, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention. Le problème, c'est qu'il est ministre de l'Intérieur, que l'enquête va être faite par des policiers de son ministère, et je pense que ça va être quand même très très compliqué. Et même le juge qui va diligenter l'enquête, ça va être aussi très compliqué pour lui. Après, c'est leur problème, mais... Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat, au grand débat d'ALPL. Fin de cette émission, on se retrouve demain à 18h et à 22h. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.